Donc bonsoir à tous, ce soir je vais vous parler de la reprise de l'activité sportive, c'est un petit peu d'actualité, bien qu'en général ça commence plutôt au mois d'août. Du coup en plan, d'abord une introduction où je vais parler un petit peu de sédentarité et du coup de manque d'exercice, parce que c'est un peu le thème. Ensuite l'hygiène de vie, voilà, je reprends les trois thèmes que j'avais abordés en récupération, mais ça me tient à cœur, donc je vais refaire un petit point là-dessus. Ensuite les objectifs à se fixer quand on reprend une activité, les clés pour l'entraînement et ensuite le bilan médical avec le docteur Boulard. Donc sédentarité, donc c'est un mode de vie caractérisé par un niveau de dépenses physiques très faible. Donc depuis plusieurs années la sédentarité augmente au niveau mondial, surtout dans les pays développés. En cause, c'est surtout une diminution des activités physiques de loisirs. On a plus tendance à traîner sur notre smartphone et notre télé plutôt qu'à aller marcher. Donc loisirs, c'est le soir, le week-end. Et il y a aussi les activités au travail et à la maison. Donc les comportements sédentaires ont augmenté à la maison et au travail. Donc pareil, c'est malheureusement surtout lié à la technologie et au développement des écrans. Donc on fait de moins en moins d'activités. Donc les conséquences, au niveau mondial, c'est 3,2 millions de décès par an, le manque d'exercice, donc c'est pas rien quand même. C'est un des principaux facteurs selon l'OMS des décès dans le monde. Voilà. Et c'est aussi la cause principale de 21 à 25% des cancers du sein et du côlon, 27% des cas de diabète et 30% des cardiopathies ischémiques. Donc ça tue, le manque d'activité physique tue. Donc les effets sur la condition physique. Donc là c'est sédentarité mais aussi arrêt prolongé suite à blessure. Voilà. Déjà à partir de quelques mois d'arrêt, tous les symptômes qu'on va voir apparaissent. Donc des adaptations à l'effort. Globalement c'est ça. Donc on a une diminution de l'endurance cardio-ventilatoire. Bon ça, ceux qui ont arrêté et qui ont repris l'ont tous senti. En général le premier entraînement est très dur au niveau de la respiration. Diminution de l'endurance musculaire. Donc à la fois sur les fonctions cardio-ventilatoires et musculaires il y a un impact. Diminution de l'endurance. Il y a une augmentation du coût énergétique. Donc là globalement c'est le moteur de voiture. Quand on est entraîné on est à 6 litres au 100. Si on s'arrête 6 mois, on passe à 9-10 litres au 100. Globalement, pour la même course, on va consommer beaucoup plus d'énergie. Donc se fatiguer plus vite. Il y a une diminution de la force et de la souplesse. Une diminution des fonctionnalités motrices, donc coordination, les habiletés motrices, l'équilibre. Donc l'équilibre, c'est aussi important par rapport à la proprioception, prévention des chutes, des blessures, etc. Donc on se blesse plus facilement si on reprend de façon inadaptée. Augmentation de la fatigabilité, donc physique et mentale. En général, comme je vous disais, le premier entraînement il est très dur physiquement, mais mentalement aussi il est très dur. Et il y a des perturbations métaboliques. Donc diminution de la masse musculaire. Voilà, ça malheureusement quand on a un manque d'activité physique, la masse musculaire décroît. Augmentation de la masse graisseuse, malheureusement souvent. Et l'utilisation des ressources énergétiques n'est plus optimale. Voilà. Il y a plusieurs sources d'énergie dans le corps, graisse, sucre. Et un petit peu les protéines, et il y a un déséquilibre qui se fait quand on est en manque d'activité. Alors là je vais passer un petit peu vite, c'est juste une présentation de ce qui se passe dans le corps quand on est en manque d'activité. Donc quand on est inactive, on a une inactivité sportive, pardon. Donc les gros paramètres, on a une hypovolémie, ça veut dire qu'on a une baisse du niveau sanguin. Donc une baisse de la quantité d'eau dans le sang liée à différents paramètres. Et tout ça, ça joue sur le VO2 max. La VO2 max, la consommation d'oxygène maximale. Donc là, en gros, c'est l'endurance. Aérobie, c'est surtout les processus aérobie qui sont impactés par ça. Ça arrive assez vite. En 14 jours d'arrêt, on a une baisse déjà significative de l'endurance. Donc c'est court, 14 jours. Ensuite, ça c'est les paramètres sanguins et cardiovasculaires. Sur les paramètres musculaires, il y a aussi les enzymes oxydatives. Donc ça c'est ce qui permet de resynthétiser l'énergie. Ça se fait bien moins vite. Quand il y a moins d'enzymes, en gros les enzymes c'est ce qui permet d'accélérer une réaction. C'est un peu comme si vous passiez de la fibre optique à la DSL. Voilà. On retombe... Au niveau de la création d'énergie, on retombe vraiment assez bas et c'est ce qui entraîne une perte d'endurance. Pareil au niveau des stocks d'énergie. Donc le glycogène, c'est le sucre qu'il y a dans les muscles. Pareil, les stocks, c'est un des paramètres qui diminue le plus vite aussi.
Donc c'est en termes de semaines, hein. Ça va vraiment vite, hein. C'est vraiment en termes de semaines. Il n'y a pas besoin de s'arrêter 2 ans. Hein. Donc après, pareil, c'est différents paramètres au niveau musculaire et au niveau général, donc sanguine, qui amènent à la désadaptation à l'effort. C'est-à-dire que le muscle il est moins rentable, entre guillemets, et en plus le système cardiovasculaire est aussi moins efficace. Donc en gros, que ce soit pour les entraîneurs ou en tant que sportif, quand on reprend l'entraînement, on n'est peut-être pas en si bonne condition physique, même si on a l'impression d'être pas trop mal, hein, voire santé. Parce que bon, la santé, c'est pas que la maladie, c'est un état de bien-être physique, mental. Donc il faut surveiller ces sportifs, surtout pour les entraîneurs. Là. Faites attention au début de saison, encore plus si c'est un sportif qui reprend et qui a arrêté 1 an, 2 ans, etc. Il ne faut pas le réintégrer au groupe directement, ou alors adapter ses exercices, on va le voir juste après. Donc j'aime bien l'image, hein, parce que c'est pas parce qu'on paraît plutôt athlétique et qu'on reprend que dans le fond on n'est pas fatigué. Donc l'hygiène de vie. Donc l'environnement du futur sportif doit être sain. Donc c'est un des prérequis pour la reprise. C'est-à-dire qu'en général, quand on reprend après l'été, les barbecues, le rosé, il faut faire attention. Il y a un gros risque de blessure. On est en mauvaise condition, comme je l'ai dit juste avant. Donc dans l'hygiène de vie, il y a le sommeil. Donc ça, voilà, je reprends un petit peu les points. Donc la diminution du sommeil, c'est l'équivalent des symptômes de surentraînement. Ça génère les mêmes symptômes que le surentraînement, quand on dort pas assez. Donc l'hormone de croissance, qui est l'hormone de l'adaptation en gros, hein, c'est l'entraînement, c'est un stress et pour y répondre, il faut de l'hormone de croissance. Elle est synthétisée pendant le sommeil. Donc si on ne dort pas, on ne se répare pas à la suite de l'entraînement, globalement. Si on dort moins de 8 heures, on a 1,7 fois plus de risque de se blesser. Donc ça c'est pareil, ça à prendre en compte. 8 heures, voilà, il faut dormir 8 heures. Quand on s'entraîne, il faut au moins dormir 8 heures. Il y a une augmentation aussi des processus inflammatoires. Donc les cytokines, ça favorise aussi le dysfonctionnement du système immunitaire. Donc apparition de tendinite, etc., d'inflammation généralisée, de fatigue chronique, etc. Ça diminue les performances cognitives. Donc bon, ça vous l'avez peut-être tous vécu, hein, lendemain de nuit blanche, on a du mal à réfléchir à une tâche précise. Donc c'est vraiment les performances cognitives. Donc moins de 7 heures, tout à l'heure c'était moins de 8 heures, là c'est moins de 7 heures, ça diminue la vigilance, le temps de réaction, la mémorisation et la prise de décision. Donc ça c'est tout ce qu'on rencontre dans le sport. Hein. Le sportif il a besoin de ces 4 paramètres là. Donc quand il dort moins de 7 heures, il est moins performant. Et pareil, il y a un risque de blessure accrue. A l'inverse, un sommeil suffisant c'est indispensable pour l'apprentissage moteur et perceptif. Ça veut dire que si on a travaillé du technico-tactique en entraînement et que l'athlète derrière ne dort pas, il ne va rien retenir de sa séance. Voilà. Et pour revenir un petit peu aux écrans, hein, la sédentarité, 2 heures de lumière, ça diminue de 22% la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Hein. Donc si on est 2 heures sur sa tablette et qu'on essaie de s'endormir derrière, des fois c'est difficile. Donc l'alimentation, pareil, la base de l'hygiène de vie, donc glucides, protéines et micronutriments. Bon, ça c'est ce qu'il faut apporter régulièrement quand on s'entraîne, en phase d'entraînement. Alors, là j'ai repris le régime ovo-lacto-végétarien, c'est plutôt en phase de récup, mais quand on s'entraîne, on est tout le temps en phase de récup en fait, entre 2 entraînements. Ce régime-là, il est très intéressant pour la richesse nutritive et la digestion. Donc richesse nutritive, c'est tous les nutriments, hein, tout ce qu'on entend, les vitamines, B, le magnésium, le zinc, etc. Et la digestion, gros problème chez le sportif souvent, dans pas mal de sports, de contact, de course à pied, etc. Donc pareil, il faut un bon transit pour être un bon sportif. Donc globalement, le régime ovo-lacto-végétarien, il y a des œufs, il y a du laitage fermenté pour les probiotiques, donc l'intestin. Alors, germes de blé, levure de bière, c'est très intéressant à rajouter par exemple dans le yaourt, c'est les laitages, parce qu'il y a pas mal de micronutriments dedans. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est vrai que c'est intéressant. Après, on parle souvent des pâtes, etc., donc le sucre, les glucides. Pour moi, plus intéressant, il y a aussi le sucre des légumes, pommes de terre, carottes et des bananes, des fruits. Qui est plus intéressant pour moi, qui est plus riche justement au niveau nutritionnel. Ça apporte autant de sucre que des pâtes, mais il y a beaucoup plus de choses à l'intérieur. Les huiles, donc ça il ne faut pas l'oublier, hein, parce qu'il y a beaucoup de sportifs qui ont vraiment peur des graisses, mais les bonnes huiles, il ne faut pas les oublier, c'est indispensable. C'est-à-dire que toutes les cellules du corps sont entourées d'huile, globalement, hein, sont entourées de graisse, et les bons échanges entre les cellules dépendent des bonnes graisses. Pardon.
Donc notamment huile d'olive, huile de colza, huile de lin, ça on commence à pas mal l'entendre. Et tout ce qui est fruits rouges et fruits noirs, ça c'est pour les antioxydants. Globalement, c'est ce qui vous défend. Donc l'entraînement c'est un stress, il faut s'y défendre, s'y préparer. Donc voilà, il faut quand même une bonne alimentation. Donc chips et bière, faire attention. Donc les micronutriments, donc c'est toutes les petites choses que je vous ai dit, les vitamines, les acides aminés, les oligo-éléments. Donc c'est surtout dans l'alimentation variée et équilibrée. C'est-à-dire que si on mange toujours les mêmes choses, on n'a pas forcément tous les apports nécessaires. Donc il faut éviter les carences. À savoir que la plupart des vitamines, etc. sont détruites par les hautes cuissons. Donc tout ce qui est friture, les fours au-delà de 200 degrés, tout ça, ça détruit les vitamines. Le raffinage des aliments, tout ce qui est blanc. Donc la plupart des aliments actuels industriels, c'est ça. Donc sucre, sel, farine, céréales. Juste une petite anecdote, le sucre, la cassonade, c'est pas un sucre complet. La cassonade, c'est du sucre blanc avec du caramel. Donc à pas se tromper, parce que j'ai déjà eu le problème. Donc c'est le sucre entier, si vous voulez du sucre naturel qui n'a pas été justement raffiné, c'est du sucre entier. Donc à privilégier les cuissons vapeur et les aliments non transformés. Donc là voilà, on revient sur les hygiènes de vie saine. Donc je reviens un petit peu sur germe de blé, levure de bière qui sont très intéressantes. Oléagineux, c'est tout ce qui est fruits à coque, les amandes, noix, etc. Les fruits secs, la spiruline qui est intéressante et dans le monde du sport on en parle beaucoup, donc c'est intéressant. Céréales complètes, œufs, viande, etc. Donc globalement, juste pour l'alimentation, il faut vraiment comprendre que l'alimentation c'est ce qui permet de récupérer après un effort. Alors troisième facteur de l'hygiène de vie, c'est le stress. Donc les troubles de l'équilibre émotionnel, trop de stress, ça agit sur le professionnel, le familial, enfin ça vient du professionnel, du familial et du social. Ça augmente la nervosité, ça diminue la motivation et ça diminue le bien-être. Bon ça, dans une population générale, il y a quand même beaucoup de monde stressé malheureusement. Donc pareil, un sportif qui arrive, qui s'est arrêté peut-être 20 ans, peut-être qu'il a des nouveaux soucis. Il a peut-être une famille, il a peut-être des problèmes de professionnels. Donc c'est aussi des choses qu'il faut prendre en compte. Il faut savoir comment va votre sportif, donc il faut l'interroger. Donc effectivement, le sport, on dit souvent que ça diminue le stress, donc ça c'est vrai, ça permet d'évacuer, etc. En revanche, si on est trop stressé, plus le sport, qui est un facteur de risque, ça peut accentuer les problèmes sportifs. Ça veut dire qu'être trop stressé, plus du sport, ça augmente les perturbations émotionnelles et physiques. Donc troubles intestinaux, j'en ai parlé tout à l'heure, des problèmes aussi inflammatoires, donc le stress crée de l'inflammation, hein. Donc, et des problèmes de fatigue chronique. Donc il y a une balance à faire. Il ne faut pas faire 10 entraînements par semaine si on est stressé à bloc. Il faut d'abord essayer de récupérer. En gros, voilà, il faut être bien dans sa tête. Donc ça, c'était les 3 paramètres de l'hygiène de vie. Donc le sommeil, l'alimentation et le stress. Donc globalement, avant de reprendre, si vous en êtes là, c'est plutôt mauvais. Vous risquez plus de vous faire mal, d'engendrer des blessures. Comme je vous dis, l'activité physique, le sport en général, c'est très bien, mais ça peut être un facteur de risque aggravant sur justement un état déjà pas très optimal. A l'inverse, un bon sommeil, une hydratation correcte, une alimentation équilibrée et plutôt du bien-être, ça c'est ultra positif. Là, il y a des chances que le sportif soit plutôt déjà sur de bonnes bases pour démarrer. Donc ça c'est super important, c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, mais savoir ce que fait votre sportif en dehors du terrain, c'est super important. Donc les objectifs. Donc là forcément quand on reprend une activité physique, alors pas forcément suite à blessure, etc., mais quand on a envie de reprendre parce qu'on a arrêté quelques années ou quelques mois des fois, en général on se fixe des objectifs. C'est indispensable. Donc reprendre le sport, oui, mais pourquoi? Donc il faut cibler ses objectifs. Compétition, loisir, c'est pas pareil. Ça peut être des objectifs sociaux, parce qu'on a 3 bandes d'amis, on a une bande d'amis qui se remet au sport, donc on se remet avec eux. Ça peut être pour la santé. Alors ça peut être plusieurs objectifs, hein. Il n'y a pas qu'un objectif, d'ailleurs il en faut plusieurs en général. Évidemment pour la santé et aussi pour l'esthétique. Donc il faut vraiment, avant de démarrer, savoir pourquoi on démarre. C'est important. Donc il faut des objectifs réalisables. Il ne faut pas se dire que j'ai joué au foot en première division à 20 ans, à 50 ans, peut-être que je ne vais pas rejouer au foot en première division. Voilà. Donc c'est vraiment réalisable, adapté à son niveau du moment.
Donc comme on a vu, il peut être très bas suivant le niveau de sédentarité. Son âge, évidemment, donc là Dr Boulard vous en reparlera. Son vécu, qu'est-ce qu'on a fait avant? Est-ce qu'on reprend une nouvelle discipline? Est-ce que c'est une discipline qu'on a déjà fait? Parce qu'il y a quand même une mémoire musculaire, hein. Si on a déjà fait le sport en question il y a quelques années, on va reprendre un peu plus rapidement que si on débute. Et son environnement. Donc ça c'est pareil, l'environnement c'est important. Ça peut être, si j'ai décidé d'aller faire du sport à Draguignan, peut-être que les allers-retours ça va me fatiguer, globalement, hein, si j'habite ici. Ça peut être l'environnement familial, on a vu, voilà. Il ne faut pas qu'il y ait de contradiction entre son environnement et l'objectif. Sinon c'est très anxiogène. Il y a un fort taux d'abandon à cause de l'environnement justement. Voilà. Donc il faut bien réfléchir à ça. Indispensable, objectif plaisant. Ça, si c'est pas plaisant au départ, ça ne marchera pas. Donc quand on reprend le sport, il faut que ça soit adapté à ses goûts. Bon, en général, on essaye de reprendre, voilà. Donc il ne faut pas forcément suivre les copains si c'est pas ce qu'on aime. Ses contraintes familiales, j'en ai déjà parlé, et professionnelles, et ses motivations. Donc motivation, c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est aussi lié à l'objectif. À ne pas faire. Pour les objectifs, c'est se donner les objectifs des autres. Moi, ça arrive souvent hein, dans le boulot, on s'y met à plusieurs. Et finalement, ce n'est pas forcément son objectif à soi, ou en tout cas adapté à soi, mais plus ceux des voisins ou des copains. Pareil, avoir l'objectif d'il y a 20 ans, c'est un peu, voilà, celui, je vous disais, hein, l'AD1 de il y a 20 ans, il faut être réaliste. Voilà. Il y a l'avancée en âge, il y a non seulement le manque d'activité physique, on a vu qu'il désadapte le corps, mais en plus le vieillissement. C'est deux effets qui se cumulent. Voilà. Avoir un seul objectif, donc c'est à ne pas faire. L'idéal, c'est d'avoir plusieurs objectifs. Et avoir des objectifs sans plaisir. Pareil, je vous l'ai dit, mais quand on reprend une activité sans plaisir, il y a peu de chances qu'on tienne une année. Voilà. Voire moins. Et il y a un gros risque de blessure aussi, parce que le facteur psychologique dans la blessure est très important. Donc les clés. Alors là, c'est plus par rapport à l'entraînement. Donc on arrive un petit peu à ce qui vous intéresse, je pense. Donc la reprise doit être adaptée. Donc ça paraît évident, mais ça se fait pas du tout, honnêtement. Pour côtoyer un petit peu le milieu du sport et être moi-même du coup sportif, c'est très rarement adapté dans les clubs à une reprise. Hein. Alors il y a l'intersaison, voilà, on a 4 semaines, 5 semaines des fois d'arrêt, on reprend en général un petit peu, préparation générale, etc. Mais pour un sportif qui revient en club et qui n'en a pas fait pendant 3-4 ans, fonce avec le groupe, on part avec les copains, on fait exactement la même chose que ceux qui ont juste 4 semaines d'arrêt. Donc ça peut poser problème. Donc il faut savoir, pareil, alors dans les sports d'équipe c'est pas évident, parce que quand on a 20 bonhommes c'est compliqué de tout adapter et tout individualiser, mais il faut quand même le prendre en compte. Il faut que la reprise elle soit progressive, ça pareil, hein, c'est une des clés. La reprise c'est pas une semaine. C'est pas une semaine, on se dit je vais courir, je vais faire 2 footings et faire 3 pompes, on n'est pas prêt. Si on s'est arrêté plus de 6 mois, il faut reprendre, on va le voir juste après, mais il y a de bonnes bases à reprendre. Hein. Et il faut qu'elles soient régulières. Pareil, hein, si on y va une fois par mois au sport, ça va être compliqué. Il ne va pas se passer grand chose, voire comme on est désadapté, on risque de se blesser. C'est-à-dire que la seule séance qu'on va faire, elle ne va pas servir à s'adapter, on ne va pas progresser, mais en plus ça sera une séance où on peut se blesser. Voilà, donc ça ne sert à rien. Donc la reprise adaptée, ne jamais démarrer au niveau précédent. Donc ça je vous l'ai dit, je le redis. Je vous dis à partir de 14 jours d'arrêt, on a déjà perdu en endurance. Donc 14 jours, c'est rien. Du coup, le premier entraînement ne peut pas être le même que le dernier. Ça c'est évident. On ne peut pas démarrer au niveau précédent. Il faut se le mettre dans la tête malheureusement. Donc il faut accepter l'inacceptable. Sinon vous n'allez pas arriver au bout. C'est sûr. Donc une reprise adaptée, c'est d'abord de la condition générale. Bon, je parlais des pompes, mais je l'ai remis. Mais il faut d'abord se réentraîner à l'effort général. C'est-à-dire qu'on peut avoir une spécialité sportive ou même de la course à pied, mais il faut d'abord faire du général. Alors, c'est du renforcement musculaire, c'est de l'endurance, c'est de l'assouplissement et un travail de proprioception. Donc là, c'est tout ce qui touche à l'équilibre et au déséquilibre. Donc ça, c'est pareil, c'est tout ce qui est prévention des blessures. Donc il y a une condition générale à avoir. Et ensuite, dans la discipline concernée, on peut se considérer comme un débutant. On repart étant enfant. Parce que tout ce qu'on a développé, alors là je parle pour un arrêt qui est relativement long. Hein. C'est pas parce que vous arrêtez l'été que vous redevenez débutant, mais si vous avez arrêté plus de 3 ans, considérez-vous comme débutant dans votre discipline. Reprenez les bases des appuis, toutes les gammes, etc. Tout ce qu'on voit étant enfant.
Parce qu'on perd tout ça. Toutes les habiletés motrices, hein, je l'ai dit au départ, on les perd. Donc ça va aussi dans le sens de la prévention des blessures. Quand on fait un tir au football, ben, on n'a peut-être pas les mêmes appuis qu'il y a 4 ans, donc il faut tout reprendre les bases. Alors pas aussi long que quand on est enfant, mais il y a une bonne préparation à faire, donc il faut se considérer vraiment débutant. Hein. Donc la reprise progressive, ne jamais augmenter les paramètres d'entraînement trop vite. Donc ça c'est souvent l'erreur, hein. Malheureusement, je vous dis la reprise, soit après blessure de longue durée, soit après arrêt pour vie sociale, vie professionnelle, etc. Si elle est longue, il ne faut vraiment pas reprendre trop vite. Il ne faut pas se dire qu'en un mois, on va refaire ce qu'on faisait il y a 10 ans. Ça ne marche pas. Donc il faut accepter la modération. Ça veut dire que suivant l'arrêt, ça peut prendre une saison. Il faut voir à long terme du coup. Mais pour retrouver un niveau suffisant, en adéquation avec ses objectifs, que ce soit compétition, loisir, il faut se donner du temps. Sinon, on va droit vers l'échec. Alors soit l'abandon, soit encore pire, la blessure. Et enfin, la reprise doit être régulière. Donc ne jamais penser à retrouver son niveau avec une séance de temps en temps. Donc ça, pareil, souvent on se dit, ah bah tiens, je suis en très mauvaise forme, je vais me remettre un peu au sport. Et on y va 3 fois dans le mois. Alors, ça peut être lié aux objectifs, hein, si on a des contraintes familiales, professionnelles, donc ça, il faut y penser avant. Donc il faut accepter la rigueur. C'est-à-dire qu'avant de se lancer dans la reprise, il faut se dire, bah, effectivement, 2 ou 3 fois par semaine, je vais y aller. Et c'est des jours bloqués. Et on s'y tient parce que sinon, comme je vous disais, l'entraînement, ça stresse le corps y répond, et c'est comme ça qu'on progresse. Mais pour y répondre, il faut que ça soit rapproché. Sinon, la séance en elle-même, elle peut poser des problèmes de traumatologie. Une séance de sport, c'est dangereux en soi. Et si on ne fait pas suffisamment de séances, non seulement on ne progresse pas, mais on risque de se blesser en faisant du sport. Parce qu'on est désadapté. Donc c'est vraiment important. Il vaut mieux pas reprendre une activité sportive intense si on ne compte pas en faire 2-3 fois par semaine. Donc pour compléter sur les clés, le matériel. Bon là on voit pas bien mais c'est une vieille chaussure. Si vous voulez reprendre après plusieurs années d'arrêt, ne reprenez pas votre matériel. Changez-le. Parce que non seulement bah, il a déjà servi, mais en plus en restant au placard il perd toutes ses propriétés, surtout les baskets. Donc allez vous acheter du matériel, pas forcément le plus cher mais réinvestissez un petit peu. Puis en plus il évolue très vite. Et il faut aussi se remettre un petit peu à jour des méthodes d'entraînement. Des fois quand on reprend au bout de 20 ans, il y a un peu d'empirisme dans l'entraînement. Donc on se dit que, alors là c'est pas contre les étirements, hein. C'est parce que je vois la photo, mais par exemple s'étirer en statique en plein milieu d'une séance, ça se fait plus. Donner des à-coups pour les étirements, ça se fait plus. Reprendre le début de saison par, alors pour les sports co qui connaissent les suicides, en basket ou en handball, c'est des allers-retours à fond pendant 1 minute, ça se fait plus. Enfin, ça devrait plus se faire. Ça se fait, mais ça devrait plus se faire. Donc l'entraînement évolue, les connaissances évoluent, donc soit vous allez un peu potasser sur internet en faisant attention à vos sources et vous vous remettez à jour si c'est pour votre entraînement, soit les entraîneurs doivent se remettre à jour, vraiment, c'est important. Et enfin on va passer à la prévention médicale. Donc avec nos chers docteur Boulard. Hop, alors. Le docteur Boulard et travaille avec Gaël. Donc il m'a demandé un petit peu d'étayer sur le plan médical sa présentation justement sur la reprise d'une activité sportive et tout ce qui est piège à éviter. Alors, notamment, il voulait que je développe un petit peu le rôle de la prévention médicale dans la reprise d'une activité sportive. Quels sont les objectifs de la prévention médicale? Déjà, la première chose à faire, c'est de proposer l'activité physique ou encourager à la pratiquer. Parce que le premier piège, c'est de ne pas faire d'activité physique. Autant, il y a quelques années, pas mal d'années, on disait que le sport était dangereux, qu'il ne fallait pas en faire, que plus de problèmes que de bien-être. Maintenant, on est tous d'accord que ce n'est pas le cas, sous réserve de l'analyser dans de bonnes conditions. Le deuxième objectif, c'est d'éviter la survenue de pathologies par la pratique du sport. Alors, on connaît tous ces termes, par exemple la tendinite, c'est une hypersollicitation du tendon de manière non progressive ou par un geste inadapté qui va créer une déstructuration du tendon. Donc le tendon, c'est l'attache du muscle sur l'os.
Une déstructuration plus qu'une inflammation, c'est pour ça qu'on n'aime pas trop le mot tendinite, on parle plus de tendinopathie. Tout ce qui est claquage, ça va être les désinsertions musculaires, donc des fibres sur leur enveloppe, sur un muscle qui est soit fatigué, soit pas préparé, soit mal étiré, pas assoupli, mal hydraté. L'arthrose, c'est ce qui correspond donc à l'usure des cartilages dans les articulations, avec les méniscopathies. Donc les ménisques sont deux petits croissants qui entre le fémur et le tibia qui permettent de bien retransmettre les pressions et d'améliorer le roulement. Voilà, que ce soit le cartilage ou les ménisques, à force de faire des gestes répétés, des hypersollicitations de contacts répétés, c'est quelque chose qui s'use, surtout si c'est mal fait et sur un corps qui n'est pas préparé. Les entorses, ça peut arriver chez un sportif fatigué ou mal préparé aussi, donc c'est des distensions ou des ruptures des ligaments qui maintiennent les articulations. La périostite, c'est une inflammation de l'enveloppe de l'os qui arrive typiquement, ça va être le jeune engagé militaire qui n'a pas fait beaucoup de sport dans sa jeunesse, qui se retrouve engagé à faire 4 footings en Rangers tous les matins. Bon, ben, au bout de 1 mois, si c'est moins, son tibia et ses 2 tibias sont trop douloureux, il y a toute une inflammation qui va l'empêcher de poursuivre. C'est pour ça qu'il faut y aller progressivement dans la reprise du sport. Après, le stade d'après, il y a la fracture de fatigue qu'on peut retrouver au niveau des os du pied. Et après, bien sûr, par tous ces contacts et ces surmenages, il y a tout ce qui est conflits vertébraux, contractures, hernie discale, puis sciatique. Donc les mots-clés, c'est le même principe, hein. C'est toujours progressivité, adaptation et variabilité. Tout ça, c'est pour éviter le piège de la survenue de toutes ces pathologies. La progressivité, vous avez bien compris que, par exemple, le tendon, c'est quelque chose, c'est une structure qui va mettre beaucoup de temps à s'adapter à l'effort. Donc si on grille des étapes, au bout d'un moment, il va péter ou il va se déstructurer, il va s'inflammer, il va faire mal, il va empêcher la pratique du sport. On va devoir repartir à l'étape d'avant. L'adaptation, c'est s'adapter à la fois au niveau qu'on avait auparavant et à la fois au niveau actuel qui est resté. Donc il ne faut surtout pas essayer de reprendre au niveau qu'on a avant, on s'adapte à son vécu, à nos antécédents médicaux si on en a depuis, c'est très important. Et la variabilité, c'est un autre mot-clé qui permet d'éviter l'hypersollicitation d'une articulation. Ce qu'il y a d'important, c'est de varier les activités, parce qu'il vaut mieux solliciter toutes les articulations modérément que de faire toujours le même sport qui va fatiguer toujours la même articulation et donc va devoir vous limiter au bout de quelques mois dans la reprise du sport. Alors, le troisième objectif, c'est de dépister les pathologies que jusque-là on ne connaissait pas de chacun, mais qui peuvent se révéler ou s'aggraver pendant le sport. On pense essentiellement à tout ce qui est pathologie cardiaque, qui est très important de dépister parce que l'évolution peut être dramatique. Dans les malformations cardiaques, par exemple, on pense à la cardiomyopathie hypertrophique ou tout ce qui est trouble du rythme. Ça permet aussi de prévenir la survenue d'asthme à l'effort ou de décompensation de dysfonction pulmonaire, de pathologie pulmonaire. Et puis, ça permet aussi de dépister des troubles statiques ou des anomalies ostéo-articulaires qui pourraient amener, on va dire, de l'arthrose plus précocement que s'ils sont pris en charge dès le début. Le dernier objectif de la prévention médicale, c'est d'adapter le sport aux pathologies préexistantes. Parce que au cours de la vie, on devient tous plus ou moins inégaux face à telle ou telle activité, et donc il faut adapter ce sport à cette inégalité. Par exemple, pour les patients en surpoids ou arthrosiques, on va leur préférer tout ce qui est sport en décharge, de manière à éviter d'aggraver l'arthrose, en plus de par leur surpoids. Autre exemple, c'est pour les patients avec des pathologies cardiovasculaires. On va préférer l'endurance douce de manière à développer tout ce qui est mécanisme de compensation, plutôt qu'une activité intense qui va au contraire décompenser leur pathologie cardiaque. Et enfin, on va éviter les exercices intenses, statiques, en force. L'exemple extrême, c'est l'haltérophilie. En cas d'hypertension artérielle, ça paraît logique, et d'anomalies intracrâniennes telles des anévrismes ou des tumeurs qui peuvent créer de l'hypertension intracrânienne. D'ailleurs, on avait travaillé avec Gaël à propos d'une patiente à qui il avait été décelé une tumeur cérébrale il y a très longtemps, mais c'était une tumeur bénigne. Mais on lui avait dit, voilà, le sport c'est interdit, c'est fini.
Finalement, on a discuté un petit peu avec Gaëlle, on a adapté un peu sa reprise. Et pour avoir discuté avec elle, depuis qu'elle a repris, sa vie, franchement, elle a vraiment changé. Et ça lui permet de d'évacuer tout le stress qu'elle avait à côté. Et enfin, c'était vraiment trop dommage que cette dame ne fasse pas de sport, c'est vraiment ce qu'elle demandait. Voilà. Alors, les moyens de la prévention médicale, c'est essentiellement la consultation, puis éventuellement, si besoin, les examens complémentaires, voire des avis spécialisés, puis les conseils, la définition d'objectifs adaptés et un suivi régulier adapté aussi aux patients. Le but, l'idée, c'est vraiment d'adapter les objectifs et les exigences du patient à ses capacités, à son vécu sportif et à ses antécédents. Et si on ne fait pas bien ça, ça arrive à la blessure ou éventuellement à la décompensation pathologique préexistante. La consultation médicale, pour moi, elle est indispensable avant tout entame d'activité physique à tout âge. Elle est le plus souvent annuelle, elle peut être biannuelle parfois chez les sportifs de haut niveau, et souvent tous les 2 ans chez le jeune sportif sans antécédent. Elle dure environ 20-30 minutes, chacun s'organise comme il veut et met le temps qu'il veut. Ce qui est important, c'est de ne pas faire réaliser sa licence par le coup de tampon du médecin du club que vous connaissez, ou alors par le médecin de famille qui vous connaît depuis 20 ans, mais qui en fait vous a jamais vraiment réexaminé depuis au moins 10 ans par rapport justement à une éventuelle aptitude à pratiquer un sport. Elle se constitue donc d'un interrogatoire qui relate un peu tous les antécédents médicaux, à la fois personnels et familiaux, la recherche de facteurs de risque cardiovasculaire. On discute des motivations, des objectifs du patient, de ses niveaux précédents et de son niveau actuel. L'examen physique, lui, il va essentiellement s'attarder sur l'examen ostéo-articulaire et cardio-pulmonaire, en plus d'un examen classique pour dépister les pathologies dont on a parlé tout à l'heure. Ensuite, éventuellement, le médecin peut, pour conclure à l'aptitude ou non, devoir faire des examens complémentaires. Et enfin, en fonction de tout ça, il y a la conclusion de la visite, la délivrance de conseils adaptés et la délivrance éventuelle du certificat de non-contre-indication à la pratique du sport, si besoin. Les examens complémentaires, ils ne sont pas systématiques. Celui qu'on fait le plus souvent, c'est l'électrocardiogramme. Il est recommandé de le faire tous les 2 ans à partir de 12 ans, puis tous les ans après 35 ans. C'est pour dépister toutes les pathologies graves qui peuvent vraiment tuer le sportif. C'est important de comprendre que ce qu'on dépiste pour l'adapter en fonction des tranches d'âge. En gros, de 12 à 20-25 ans, on va essayer de dépister une malformation cardiaque qui survient au tant que le cœur il grandit. Et puis au contraire, après 35 ans, le cœur est revieilli, donc il faut dépister des pathologies, type pathologies coronaires qui peuvent créer des infarctus, des désynchronisations cardiaques qui peuvent faire tout ce qui est trouble du rythme avec malaise et puis éventuellement mort subite parfois, par arrêt cardiaque. Beaucoup moins systématique, c'est l'épreuve d'effort. Alors l'épreuve d'effort, c'est un électrocardiogramme, mais sur un vélo, sur un tapis, pour voir un peu comment l'activité électrique de votre cœur réagit à l'effort. C'est très important qu'il ne soit pas systématique, il faut vraiment l'adapter à l'âge, au risque cardiovasculaire, à l'activité souhaitée. Voilà. Le sportif de 55 ans qui a toujours fait du vélo toute sa vie, qui n'a jamais vraiment arrêté, qui fait ses 30 bornes le matin, le dimanche matin, on va peut-être moins avoir besoin d'une épreuve d'effort que celui de 40 ans en surpoids, tabagique, diabétique, qui veut et qui fait bien d'ailleurs de reprendre l'activité physique. Lui, on va commencer par une épreuve d'effort pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci au niveau cardiaque. Après, d'autres examens complémentaires qui sont encore moins systématiques, c'est les bilans sanguins qui peuvent parfois sur un point d'appel, réalisés sur un point d'appel pour regarder s'il n'y a pas soit un mécanisme inflammatoire, soit éventuellement des carences. L'imagerie, ça peut être éventuellement pareil sur un point d'appel, une douleur du genou. On va aller regarder un peu l'état des cartilages et des ménisques, voir si vraiment ça contre-indique la course à pied par exemple, ou telle activité. Parfois, on peut faire aussi de l'imagerie parce que les fédérations sportives les demandent. L'exemple, c'est les rugbymen de première ligne, on leur demande tous les ans des radios du rachis cervical pour être sûr qu'il n'y ait pas de contre-indication pour faire la mêlée. Après, les épreuves fonctionnelles respiratoires, c'est essentiellement pour les asthmatiques, pour voir un petit peu leurs différents volumes et comment ils réagissent à l'effort et quel traitement en fonction de leur stade de gravité on va leur donner pour la suite. Il faut retenir que ces examens ne sont vraiment pas systématiques. Ils doivent être ciblés et adaptés au patient, à ses antécédents, au sport qu'il veut pratiquer.
Les conclusions de la visite, du coup, elles aboutissent déjà à l'aptitude ou non du sport, l'aptitude ou non au sport, pardon, éventuellement au certificat, si besoin. On délivre justement les conseils préventifs adaptés, ces fameux pièges à éviter que Gaël vous a parlé. Parfois, si vraiment il y a des pathologies, le médecin vous délivre carrément des consignes pour éviter certaines contraintes et pour aboutir à un sport adapté. Et puis la mise en place du suivi doit elle aussi être adaptée aux patients, selon que voilà, si vraiment il reprend le sport dans le cadre d'une pathologie, on va le suivre plus régulièrement que celui qui a aucun problème, on va suivre tous les ans ou tous les 2 ans. En bref, ce qu'il faut retenir, bon, l'activité physique et le sport sont bénéfiques, ça on le sait. Les pratiquer dans de mauvaises conditions est un piège. Et le piège, c'est de reprendre brutalement une activité à un niveau et des objectifs inadaptés à ses antécédents ou à sa condition de santé que souvent on a du mal à estimer. On estime mal et c'est là où il y a la blessure après. Le but de la prévention médicale, du coup, c'est de diminuer ce risque néfaste du sport, parce qu'il existe, comme disait Gaël, en dépistant ou en évitant la pathologie et en y adaptant l'activité si besoin. Voilà. Bon, ça reprend voilà, tous les points qu'on a abordés. Donc la reprise, adaptée, progressive, régulière. Ça, c'est vraiment les mots qu'il faut se mettre en tête avant de commencer. Il faut savoir comment on va construire son plan d'entraînement. Donc comme je vous dis, ça peut être sur une saison entière. Si ça fait 20 ans qu'on n'a pas fait de sport, une reprise peut durer 1 an. Voilà. L'hygiène de vie indispensable. Parce que du coup, dans une mauvaise hygiène de vie, on l'a vu, l'activité physique, le sport peut être un facteur de risque, de blessures, de mort subite, etc. Du plaisir, ça c'est indispensable. Reprendre une activité sportive sans plaisir, je vous dis, vous allez droit dans le mur. Et évidemment, le bilan médical. On l'a vu, personne n'est à l'abri d'un problème quelconque. Quand on reprend après 20 ans d'arrêt, peut-être qu'entre-temps on a fait une chute à ski, on a fait une chute à roller ou quelconque. Et même si on le vit bien dans la vie de tous les jours, qui est plutôt sédentaire, peut-être que sur une première séance, on va vraiment se faire encore plus mal que ce qu'on a. Donc le bilan médical, il est indispensable. Et une fois qu'on a tous ces points, on est prêt à partir pour l'activité physique. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. On va passer aux questions. Donc ça peut être pour moi ou pour le docteur Boulard. Le temps de reprise correspond à peu près au temps d'arrêt. Il y a plein d'études qui montrent que par exemple 8 semaines d'arrêt, on repart 8 semaines en avance. Globalement, si on fait un entraînement pendant 8 semaines et qu'on s'arrête 8 semaines, on a tout perdu. Si on fait un entraînement de 14 semaines et qu'on s'arrête 14 semaines, on a tout perdu. Donc globalement, ça monte comme ça. Il a pas 10 ans pour recommencer. Pas forcément 10 ans, mais je vous dis, il y a au moins une bonne saison pour reprendre tous les fondamentaux au niveau conditions générales et au niveau de la spécialité aussi. Comme je vous dis, il y a l'aspect physique, le corps c'est un outil, mais l'aspect aussi technico-tactique dans le sport, c'est bête, mais une reprise d'appui en sport, on le perd. La faculté de le faire bien, dans de bonnes conditions, ça se perd. Un tir au handball, l'épaule ne se place pas comme il y a 20 ans. Donc pareil, toutes ces notions de proprioception, on les perd. Donc c'est bête, mais il faut reprendre du tir, comme je vous ai dit, comme on était enfant. Il faut passer par cette phase de réadaptation à la condition physique générale et aussi à la spécificité de la discipline. Du coup, la progression, elle est plus ou moins longue en fonction de l'arrêt. Je vous dis, il y a vraiment c'est surprenant d'ailleurs parce que les études correspondent vraiment au temps d'entraînement suivi d'un temps d'arrêt équivalent au temps d'entraînement. C'est là où on perd toutes les facultés qu'on a développées, quasiment. Donc il faut vraiment le prendre en compte. Voilà. C'est pas parce qu'on l'a fait il y a longtemps qu'on peut repartir n'importe comment. Un débutant, on va dire, il va perdre, mais plus lentement. En revanche, un sportif de haut niveau qui part avec une VO2 assez importante, lui il va chuter encore plus important suite à cet arrêt là. Donc un sportif de haut niveau est encore plus à bichonner au retour qu'un sédentaire entre guillemets. Donc voilà. ça veut dire que vous devez s'arrêter. Alors, on s'arrête l'arrêt doit être de la récupération. Donc l'arrêt de l'activité physique doit être, quand on a une carrière sportive, doit être uniquement pour la récupération. Entre guillemets, quand le corps est récupéré, on peut reprendre. Alors ça peut être long. Pour moi, l'intersaison est indispensable, en arrêt total, pour une récup. Voilà.
Après on reprend progressivement, ou au moins une décharge très nette. Même si on ne s'arrête pas complètement, on se met sur le canapé, les jeux, etc. On fait une grosse coupure en volume et en intensité au niveau du sport et on reprend vraiment doucement. Surtout par l'augmentation du volume et ensuite on remet de l'intensité. Voilà. Après, rien ne nous empêche de mettre une séance de ponctuel un petit peu intensive pour maintenir des habiletés justement, motrices. C'est ce qui évite pour repartir de trop bas. L'intersaison, c'est compliqué. Mais après, il faut vraiment avoir cette phase de coupure voilà, au niveau du volume et de l'intensité en intersaison. Après, ça dépend du sportif, ça dépend du sport aussi. Il y a des sports à caractère plus traumatisant, donc là, il faut quand même de la récup, parce que le corps, il doit récupérer à un moment donné. Mais après, non, il faut s'arrêter le moins possible. Effectivement. De toute façon, il y a pas mal de paramètres, au bout de 2 jours, ils diminuent. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut au moins 3 séances d'activité dans la semaine pour créer du développement, pour se développer. Parce que moi j'avais un graphique sur la partie de la récupération, mais globalement l'entraînement on chute, on est fatigué après un entraînement, le corps il y répond et on a tous nos paramètres qui vont monter. Mais au bout d'un moment, ils vont redescendre. Comme on voit, le corps il se désadapte malheureusement. Si on pouvait rester sportif de haut niveau devant le canapé, bah, peut-être que voilà, ça serait bien, mais ça ne marche pas comme ça. Il est très feignant le corps, il se remet de suite à niveau, voire moins, avec le vieillissement. Donc si la séance d'après n'est pas suffisamment rapprochée, ce que je disais, il faut la régularité. Bah, non seulement on redescend au niveau de base, mais en plus bah, on a continué à vieillir malheureusement. Donc on perd encore en aptitude. Et à l'inverse, pareil, si les entraînements sont trop rapprochés, le corps il n'a pas le temps de s'adapter et en fait pareil on continue à plonger, voilà. Ça c'est le syndrome de surentraînement qui est un peu différent, mais la gestion du temps de récupération entre deux séances c'est très complexe. Ça dépend du sport, ça dépend du sportif et de pas mal de paramètres, de l'environnement, voilà. Je dis, un père de famille de 35 ans qui reprend le sport, qui a des contraintes familiales, professionnelles, etc., il ne va pas récupérer aussi vite que le jeune de 18 ans qui a juste son sport dans la tête. Et voilà. Donc ça, c'est toutes des choses qu'il faut prendre en compte. Donc à adapter, mais effectivement, il faut pas rien faire trop longtemps. Quitte à mettre des petites séances ponctuelles d'habileté, etc. C'est ce qu'on perd malheureusement assez vite. Et d'endurance. Voilà, parce qu'on a vu qu'en 14 jours, on perdait d'ailleurs son endurance. Donc voilà, c'est un des paramètres les plus rapides. C'est arrêt du sport, par exemple en période de complet. D'intersaison. Voilà. On part 14 jours en vacances à siroter des cocktails, on perd en endurance, voilà, ouais, globalement. C'est arrêt du sport phare et on peut faire d'autres choses à côté. Après, du coup, oui, ce qu'on appelle le conditioning, oui, ça c'est tout à fait, c'est un peu les séances ponctuelles qu'on peut rajouter. Ça évite, ça permet au corps de récupérer du sport annuel, on va dire, de la saison. Ça entretient ses qualités au mieux, ses qualités physiques. Et du coup technique-tactique, on peut faire des séances d'habileté, etc., hein, avec des plots, des échelles, etc. Ça permet de récupérer, ça, pour l'intersaison, voilà, c'est l'idéal, et ça évite de repartir de trop bas, ou surtout de repartir trop haut par rapport à son niveau, et ce qui est le gros piège de début de saison. Voilà. Donc il ne faut pas hésiter. Alors après, attention, hein, il ne faut pas supprimer la semaine de vacances des sportifs en leur disant non, tu fais ça, 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 ils ne le feront pas. J'ai déjà testé. En vacances, c'est compliqué de leur dire va faire ci, va faire là. Il faut leur laisser, mentalement, il faut leur laisser récupérer. Parce que le mental aussi, hein, j'ai parlé beaucoup du corps, enfin du physiologique, physique, mais le mental doit récupérer. Mais rien n'empêche, voilà, allez, on va faire une petite séance à la plage, c'est l'été, voilà. Il faut ponctuer de petites séances pour entretenir ses qualités au mieux et pouvoir repartir quasiment au niveau de la saison dernière, s'il n'y a pas eu trop d'arrêt. Voilà. Mais l'intersaison se gère. On ne dit pas dernier jour de saison, allez, bye bye, bon voyage à tous, et on se revoit dans 2 mois et on rattaque par du fractionné, on rattaque par l'intense, on va faire des 100 mètres, etc. Non, vous partez droit à l'échec. Voilà. Donc ouais, c'est super important. Et plus c'est long au niveau de l'arrêt, et plus la reprise doit être la progression. Voilà. On part du niveau où on est, alors pas toujours évident à évaluer, et on monte progressivement. Ouais. On dit que, par exemple, avant de faire un marathon, ouais, on doit faire une période de relâchement total pendant une semaine à 10 jours. Donc quand on parle d'affûtage, c'est ça ou, globalement, de régénération, quoi. Ouais. Et si vous avez dit tout à l'heure que quasiment presque dès le lendemain ou quelques jours après, la VO2 max. À 14 jours, ouais. Voilà. 14 jours plus tard, on sera moins bon sur le marathon. Ouais. Pour moi, c'est une aberration. Il faut plutôt. Alors,
même la période d'affûtage est un peu remise en cause, mais ce qu'il faut comprendre, l'affûtage, c'est pas rester sur le canapé, voilà, regarder la télé. Au contraire, justement, de prendre un contexte, de lâcher pour bien régénérer, voire être en manque. Oui, en fait, c'est une période de... Après, il ne faut pas s'arrêter. Non, c'est une période de récupération. Alors, récupération, c'est pas forcément repos total. Récupération, ça veut dire que le volume d'entraînement il a diminué. On peut conserver des séances relativement intenses, l'intensité, mais le volume général a diminué. On ne fait plus de séances intenses, hein. Au contraire. Non, après voilà, ça dépend de ce qu'on entend. Non, mais ça effectivement, il faut pas se fatiguer, il faut pas arriver fatigué, mais il faut pas arriver désentraîné non plus. C'est dur de trouver. Donc ça c'est pareil, c'est très individuel, ça dépend de votre planification annuelle aussi. Parce qu'il y en a qui montent très vite, très haut, et malheureusement ça retombe quand même soufflé. Le pic de forme est passé largement en avance. A l'inverse, le pic de forme peut être largement en arrière, enfin en amont. Alors ça, c'est le sportif, pour moi, c'est l'expérience. Ça, c'est chacun se connaît. Il y en a qui vont avoir besoin de peut-être un mois de récupération, pas de repos, avant la course. Donc en diminuant franchement le nombre de séances, etc. En faisant vraiment des séances de qualité pour entretenir justement toute la condition physique qu'on a développée avant, hein, sinon c'est un peu bête, mais sans se fatiguer. Je vous dis, l'entraînement de l'année, ça fatigue. À un moment donné, voilà, il faut récupérer. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas arriver la veille juste à la fin de sa programmation. Il ne faut pas avoir fait des séances de 3 heures à la veille du marathon, forcément. Donc il y a effectivement une phase qu'on appelle régénération, affûtage, ou ça a plusieurs noms. Mais ça sera, à mon sens, jamais 2 semaines d'arrêt. Ça, c'est sûr. Si vous posez les baskets... c'est ce qu'on dit, une semaine de jus. Après, je vous dis, ça dépend. Il y en a qui en auront besoin, forcément, que ce soit au niveau psychologique ou même au niveau articulaire, musculaire, etc. C'est le plus dur, de rester une semaine sans rien faire avant un marathon. Alors vous, faut pas le faire. Hein. Si vous me dites, ah non, c'est sûr que même aller faire 5 km. Hein. Non, mais voilà, dans ce cas-là, allez-y. Ou alors les choses d'entraîneur. Non, je dis pas ça, mais mais si c'est votre cas, si c'est votre cas, parce que vous avez l'air de le dire, allez faire un petit 5 bornes, mettez les chaussures. C'est comme on dit, le nageur, il faut qu'il aille faire une longueur, c'est des sensations. Si on s'est arrêté une semaine, mais qu'on a toujours la sensation d'être bien, aucun problème. Au contraire, on a bien récupéré, on a une hygiène de vie parfaite, on a bien mangé, etc. Toute la saison, là, on vient de la récupérer, de la compenser, de la surcompenser encore mieux. Ça veut dire qu'on est arrivé à notre pic de forme sur le marathon. A l'inverse, si on nous dit, c'est un peu l'objectif du voisin, mais si tout le monde fait la même chose, voilà, il y en a qui vont se sentir mal dans cette semaine d'arrêt. Ils vont se dire, j'ai perdu mes jambes, j'ai perdu ci, j'ai perdu là, j'ai perdu mon souffle. Allez-y, allez courir. Vous avez peu de chances de trop vous fatiguer, alors il ne faudra pas faire un marathon 2 jours avant. Partez sur une petite séance, allez au bord de mer, allez vous aérer, mais courez. Et vous verrez que ça ira mieux, je pense. Voilà. Mais vous n'allez pas vous fatiguer. Si on prépare un marathon, si on part sur un 10 bornes cool, on ne va pas se fatiguer. Le corps, il va pas... Voilà. Faites attention à ne pas trop partir en rocher ou caillouteux pour vous blesser, mais faites un sentier que vous connaissez, il n'y aura pas aucun souci. C'est là où je dis, il faut un peu sortir de l'empirisme, entre guillemets, ou de ce qu'on entend, ou de ce qui se fait tout le temps, chez tout le monde. C'est un peu le piège. Il faut s'écouter, il faut se connaître, hein, petit à petit. Quand on a un peu de bouteille, il faut se faire confiance aussi. Alors, bien entendu, il faut écouter les conseils de professionnels, hein, les entraîneurs, etc. Mais voilà, il faut en discuter, je pense. Voilà. Il faut en discuter et dans certains cas, aller courir même la semaine avant le marathon. Là, c'est pareil, c'est des moyennes. 7-8 heures, c'est ce qui est recommandé pour le plus grand nombre. Il y en a qui sortent du cadre, il y en a au bout de 6 heures, ils ont très bien récupéré, ça dépend des phases de sommeil, etc. Là, c'est un peu pareil, il faut se faire confiance aussi. Il y a ce qui est marqué dans les textes et dans les textes scientifiques, et il y a aussi le ressenti. Si l'athlète il fait une super saison et il dort 6 heures par jour et il ne s'est jamais blessé, pourquoi aller le contrarier en lui disant tu vas rester encore une heure de plus dans ton lit, peut-être à pas dormir pendant quelques jours parce que ça se fait pas automatiquement. Il faut que le sommeil soit bon. Globalement, il faut que le matin on se réveille et qu'on ne soit pas fatigué. Si le matin on se réveille et qu'on est fatigué, c'est peut-être qu'il manque soit en qualité, soit en quantité de sommeil. Voilà. Après, il y en a qui ont besoin que de 6 heures et d'autres de 9 heures. Mais
Voilà. C'est une fourchette, là encore, il faut se connaître. Mais globalement, dans les études, du coup, sur grande population, hein, sur des fois 30 000 personnes, effectivement, il y a ce que je vous ai montré. Là. En dessous de 8 heures, on a 1,7 fois de plus de chances de se blesser. Concrètement, c'est des corrélations. Voilà. Ils ont pris un gros échantillon de sportifs et tous ceux qui dormaient moins de 8 heures, ils étaient 1,7 fois plus blessés que les autres. Donc, ça reste des statistiques, mais voilà, il faut l'avoir en tête. C'est qu'un sportif qui toute la saison arrive et est fatigué et a mal dormi, moi c'est tous mes cours, tous mes clients, je leur pose la question chaque début de séance, est-ce que vous avez bien dormi? Et ça c'est la question que je pose à chaque, même des clients que j'ai depuis des années, je leur demande est-ce que vous avez bien dormi cette nuit? Et pour moi c'est indispensable. Pas aussi bien que l'alimentation. Voilà. Et c'est super important. C'est pendant le sommeil qu'on se répare. Hein. On parle de la récupération, mais si vous faites une semaine sans course à pied mais que vous ne dormez pas, vous n'allez pas récupérer. Voilà, globalement. Il vaudra mieux aller courir la nuit 5 km, ça vous fera du bien. Donc merci beaucoup. Merci à vous. Les deux est très intéressant et je pense que